Prolongé. Le planning d'Ariane ne nous permettait pas d'honorer l'apéro bavard chez Véro et Bernard. Une bonne excuse pour reporter à la semaine suivante. Entre-temps, il me fallait absolument aller trouver Nathalie au Débeauté à la sortie de sa maison de disques, la seule major qui avait encore son siège dans la capitale à cause de la crise du disque. J'attendis presque 1 heure dans le café d'en face. J'étais nerveux, mais vraiment décidé à lui parler. Soudain, je la vis sortir. Je jetai un billet dans la coupelle addition et lui filai le train immédiatement. Je la rejoignais 100 mètres plus loin avant qu'elle ne s'engouffrât dans le métro. Je lui tapai sur l'épaule. Elle sursauta. « Marc, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis venu te voir puisque tu m'évites. »« À quoi ça sert, Nathalie ? On n'est pas des gamins. Accorde-moi du temps pour parler de nous, plus tranquillement. » Elle prit une voix timorée et une attitude gênée. « Écoute, Marc, j'ai fait une bêtise en cherchant à te revoir l'autre fois. J'ai cédé à mon désir. En réfléchissant sereinement, je sais bien que ce n'est pas possible, et tu le sais aussi. » Et je l'attrapai par le bras et la fixai droit dans les yeux. « Mais on s'en fout des autres. Puisqu'on s'aime, s'il te plaît, Nathalie, accorde-moi de nous revoir pour parler, et puis tu sais parfaitement que l'on s'aime. Je ne te demande pas l'impossible, mais juste que tu m'accordes un peu de ton temps. Si tu veux, tu peux me contacter par mail. » Je lui tendis une carte sortie de mon portefeuille. Elle parut soudain plus nerveuse. Elle prit la carte. « Non, David t'a bien expliqué pourquoi, même si j'en ai très envie, Marc. Bon, je dois y aller. Je dois faire des courses et... » J'étais vraiment très énervé. Je haussai encore le ton. « Et quoi ? Mais tu ne te rends pas compte comment je souffre de ne pas te voir, t'embrasser, te toucher ?» Elle soupira. « Et Ariane, tu y penses ? Je suis son ami. Elle me fait confiance. » « Ariane, je la respecte, c'est une fille super, mais je ne l'aime pas comme je t'aime. Ce n'est pas comparable. Nous, on se correspond en tout point. Je l'ai bien ressenti. Alors à quoi bon se mentir davantage ? Je t'en prie, Nathalie, ne me laisse pas planter là comme ça. » J'avais vraiment l'air d'un toutou implorant sa maîtresse de lui faire un câlin. J'étais un peu pathétique en me laissant conduire par mes émotions à ce point. « Mais enfin, Marc, si je ne t'avais pas invité à ce vernissage, tu ne m'aurais sans doute jamais contacté. » C'était peut-être vrai, et je répondis sans réfléchir. « Qu'est-ce que tu en sais ? » Depuis le début de notre conversation, nous gênions le passage devant la bouche de métro. On se parlait en évitant les gens. Nathalie s'était maintenant engagée sur les premières marches de l'escalier. Elle souhaitait vraiment partir et je faisais tout pour la retenir. Enfin, et comme pour se débarrasser de moi, elle me dit que d'accord, elle me contacterait. Alors je la laissai enfin descendre les escaliers. Je lui lançai un dernier cri du cœur. « J'attends ton message. Je t'aime, je t'aime. » Nathalie disparut rapidement dans l'antre du métropolitain. Elle parut très troublée en franchissant les barrières et cherchant son titre de transport dans ses poches et son sac. Elle faillit même se tromper de quai alors qu'elle connaissait son chemin par cœur. Pour ma part, je me sentis vraiment très con et j'étais totalement hébété. Je pensais à cet instant que je l'avais perdue. Elle ne me recontacterait pas, j'en étais sûr. La situation me parut grotesque. Je décidai de marcher longuement en arpentant les rues au hasard. Conformément à une tendance fataliste de mon caractère, je pensais un instant à laisser tomber. Je rentrai dans un square et me laissai choir sur un banc. Des enfants en bas âge criaient et chahutaient sur les balançoires. Le petit tourniquet me sembla désuet. Il me ramena à une vision simple du désespoir. La vie tourne sur les occasions manquées, mais elle tourne toujours, même à vide. J'aurais voulu ne pas avoir vécu cette ellipse temporelle et amoureuse avec Nathalie. Seul le rire des enfants me fut salvateur. 2 jours plus tard, je traînais dans un after à la mode avec des jeunes intermittents qui m'y avaient entraîné après un enregistrement. Ariane, toujours en déplacement, avait cherché à me joindre et je n'avais pas répondu. Je repensais au temps qu'elle avait mis à me dire ces 3 mots simples, « Je t'aime », alors que moi, je les lui avais dit très rapidement. C'était drôle, ce décalage entre nous. Désormais, elle m'écrivait « Je t'aime » tous les jours, dans des messages laconiques, bien dans son style. J'y répondais d'une manière automatique sans réfléchir. La routine commençait sournoisant de produire son travail de sape. Je commençais à m'emmerder avec elle.
Mais je voulais la protéger et ne pas lui faire de mal. Un trait de mon caractère gentil et non violent me gardait de faire du mal aux personnes qui ne m'en faisaient pas. Même ceux qui ne me traitaient pas bien, je n'arrivais pas à leur en vouloir vraiment. Je les fuyais parce que j'estimais que cela était une perte de temps. Non par lâcheté, mais je détestais les conflits la plupart du temps évitables. D'aucuns me considéraient mal à cause de ce trait de caractère suspect pour eux. Certains dans mon entourage ne fonctionnaient qu'à l'affrontement et au conflit, mais peu importait ce que les autres pouvaient penser de moi. Cela aussi je le fuyais, comme les jugements et les avis personnels de ceux qui étaient incapables de se juger eux-mêmes. D'une manière générale, j'abordais toujours mes rapports avec l'autre d'égal à égal, que ceux-ci fussent prolétaires ou grands bourgeois. Je n'employais aucun titre distinctif, comme par exemple docteur, professeur, son excellence, son altesse, je les trouvais ridicules. Je préférais toujours monsieur ou madame. Même si j'avais dû croiser le pape, je l'aurais appelé monsieur. Cela ne plaisait pas à tout le monde. Mais tant pis. Ma liberté d'être ce que j'étais et de penser ce que je pensais passait avant tout. Je n'évoluais donc jamais dans le rapport de force ou sous la contrainte. Mais comme tout le monde, j'avais une personnalité multiple et parfois je me contredisais franchement. La chose qui m'étonnait le plus dans ma personnalité, c'était cette propension à m'adapter à des personnes si différentes les unes des autres et qui ne voyaient qu'un aspect de ma personnalité. J'étais un caméléon qui se parait de toutes les couleurs que l'on voulait bien me faire porter. J'avais rêvé, une nuit, qu'après mon enterrement, toutes les personnes que j'avais connues, proches et moins proches, se réunissaient en un grand banquet. Chacun parlait de moi à tour de rôle, et dans la description de chaque convive, j'apparaissais comme une personne très différente. Chacun s'interrogeait assez rapidement, en se demandant s'il avait bien connu la même personne que son voisin de table. Ce soir-là, je restais à traînasser jusqu'à 3 heures du matin. J'avais croisé des tas de gens que j'aurais très vite oubliés le lendemain. J'avais pas mal picolé d'alcool fort et fumé de cigarettes blondes et longues. J'avais justement flirté avec une blonde sexy sur la piste de danse. J'avais bien pris son numéro puisqu'il était dans mon téléphone, mais à quel moment? Je commençais à avoir des trous noirs. Sans doute étaient-ce les anxiolytiques que je prenais depuis peu à l'envi, comme des petits bonbons. Ils me faisaient du bien, mais visiblement pas à mes mémoires. L'industrie pharmaceutique n'était guère mieux que l'industrie agroalimentaire sur le plan éthique. Elle nous cachait bien des effets secondaires dangereux de certains médicaments très usités. Le lendemain, lors de la séance de casting, Bernard me reprocha d'avoir l'air hagard. Je lui répondis en mettant mon piteux état sur le dos des jeunes qui m'avaient entraîné la veille. Ce genre de soirées improvisées, sous n'importe quel prétexte, se répétèrent souvent dans les semaines qui suivirent durant les absences d'Ariane. Elle me semblait ne pas trop réagir face à cette dérive dans mes sorties. Bien entendu, elle me reprochait de ne pas rentrer assez tôt, sans me contraindre à ne pas sortir. Je lui expliquais que cela me détendait en cette période difficile au boulot, et que j'étais transparent en lui donnant toutes les informations sur mes sorties. Je trouvais aussi des prétextes professionnels un peu tirés par les cheveux et qui constituaient une insulte à son intelligence. Ariane n'était pas du genre à s'emporter comme une jalouse hystérique. Non, elle était étrangement calme. Elle me reprochait simplement de ne pas faire attention à la boisson. Régulièrement, je faisais acte de contrition le lendemain, où elle avait constaté la veille une élocution difficile dans nos échanges téléphoniques. Je la rassurais, je lui disais que je l'aimais et qu'elle me manquait. J'étais prêt à tous les mensonges pour ne pas l'inquiéter ni la perturber. Je sentais que son amour pour moi franchissait toutes les limites du raisonnable quand elle revenait de voyage, les bras chargés de cadeaux pour moi, malgré tous mes écarts. Comme prévu, Nathalie ne m'avait pas envoyé de message. Je l'avais revue un vendredi soir chez David, où le cercle des bavards s'était réuni. Je faisais exprès de ne pas la regarder ni lui adresser la parole de la soirée. J'avais décidé de faire ainsi puisque je ne pouvais éviter notre confrontation régulière. Je minaudais avec Ariane sous ses yeux pour mieux la provoquer. J'espérais une réaction de sa part. Tout ce qu'elle trouvait pour me faire bisquer était d'appeler Slim chérie à tour de bras devant moi. Les 3 dernières fois où le cercle des bavards s'était réuni, ce scénario se répéta. Et puis un jour vint où j'en eus assez. Je prévins Ariane que ces réunions me faisaient un peu chier et que je me lassais d'avoir toujours les mêmes discussions, comme avec des amis que l'on voit trop souvent.
Ariane n'en prit pas ombrage. Elle me dit qu'elle irait seule, mais que le minimum fût que je sois là quand on recevait nos amis. J'acquiesçai. Je continuais le cycle de mes sorties à chaque déplacement d'Ariane. Je commençais à m'habituer à me coucher tard et à assumer les lendemains au studio ou au bureau. Nous avions pris de nouveaux bureaux afin de mieux gérer les rendez-vous et les affaires de la société, Bernard et moi. Par un hasard singulier, il se situait dans un quartier festif de la capitale. J'avais fait aménager une douche et un petit coin sommeil. Quand je rentrais trop tard et qu'Ariane était en déplacement, je montais dormir dans nos bureaux plutôt que de rejoindre l'appartement d'Ariane. D'ailleurs, je m'y sentais de moins en moins à l'aise lorsqu'elle était absente. Il était trop vaste pour ma solitude. Bernard avait réussi pour une somme raisonnable à récupérer les droits sur un jeu qui avait cartonné outre-Manche et dénommé en français la Hotte Magique. Le principe de ce jeu était essentiellement basé sur la divination par les candidats de ce que pouvait contenir en cadeau ou en argent la hotte. Une grosse discussion s'était engagée entre nous. Je fourbissais l'argument majeur que nous avions réussi avec un jeu qui réunissait culture et amusement. Donc, qu'il était possible de divertir les gens en les instruisant, alors que ce jeu était dénué de tout intérêt pour moi, et qu'il était mieux adapté au monde anglo-saxon où l'argent et le matériel sont prégnants. Bernard me retorqua que nombre de sociétés de production avaient réussi à se faire des couilles en or avec des jeux de la sorte, alors pourquoi pas nous? Et que Jackpot ou Cagnotte leur avait permis, avec Véro, de produire aisément leur émission des paysages et des hommes. L'époque faisait la part encore plus belle qu'avant à toutes sortes de jeux stupides. Il me dit que si j'avais une meilleure idée, et qui pourrait super bien marcher, comme le jeu de la boîte noire, il ne me fallait pas hésiter. Un peu fâché, je finis par céder compte tenu du peu d'investissement à mettre dans ce projet. Bernard prit la décision de faire une maquette et de proposer dans un premier temps le jeu à TV1 pour un créneau de fin d'après-midi. Je laissai cette carte blanche à Bernard, car je n'avais rien de mieux à proposer pour le moment, malgré mes recherches récentes de nouveaux concepts de jeu. Et puis je lui renvoyai l'ascenseur. Il m'avait vraiment fait confiance afin de concrétiser notre aventure audiovisuelle, et ce n'était pas gagné pour un novice comme moi. Depuis 2 ans, il m'avait bien appris le métier et fait connaître le milieu. Bernard m'avait souvent sauvé la mise en arrondissant les angles dans mes rapports avec TV1. Son réseau professionnel et amical, après 20 années de pratique, se révélait absolument indispensable. Je devais donc tenir compte de tous ces éléments et ne pas trop ruer dans les brancards. J'étais encore considéré comme un petit jeune dans le milieu malgré un one-shot plus que réussi. Je me devais donc de cultiver patience et humilité. Tellement de prétendants se voyaient à notre place. Et puis, je ne me sentais pas la stature de ce jeune stagiaire devenu présentateur remplaçant d'une obscure émission régionale et qui avait, en l'espace de 5 ans seulement, monté une grosse société de production comme on monte une mayonnaise à la force du poignet. Ces émissions programmées sur le service public atteignaient toutes allègrement les sommets de l'audimat. De plus, il se permettait le luxe de toutes les présenter lui-même. Un affreux bourreau de travail, prétentieux, tortionnaire, blessant, hyper méticuleux, pénible, super speed car chargé de coke du matin au soir d'après ses collaborateurs. Visiblement, je n'avais pas le profil, je n'avais pas non plus l'intention de finir ma carrière dans ce job comme un crevard en honni de tous. Je pensais mettre de l'argent de côté afin de m'échapper loin de cette civilisation de dingos, là où l'horizon était plus calme et la vie plus sereine. Désormais, je me donnais n'importe quel alibi pour sortir. Avant chaque soirée, j'avais pris la fâcheuse habitude de faire mon petit tour de chauffe dans les bars du quartier de nos bureaux. À force, les bistrotiers avaient repéré ma trogne de soifard solitaire. D'aucuns m'offraient la tournée, et d'autres me proposaient mon breuvage habituel, avant que je ne prononçasse un mot. C'est malheureusement souvent en prenant cette voie que l'on commence bien malgré soi une carrière d'acrobate au bar parallèle. Quand je sortais dans les soirées audiovisuelles, j'avais mon alibi vis-à-vis d'Ariane. Il me fallait élargir mon réseau pour des contacts dans ce milieu. Pour les autres sorties, je devais mentir pour faire passer la pilule. Petit à petit, je devenais un affreux compagnon pour Ariane sans vraiment m'en rendre compte. J'étais sur un piédestal et tout m'était permis. Jamais je ne me serais cru capable d'une telle insolence dans la vie. Cela ressemblait
à une revanche sur les ternes années à m'embourber dans le marigot d'un mariage raté. Il me fallait absolument aller jusqu'au bout dans un tourbillon de plaisir et de folie en profitant pleinement enfin de la vie qui s'offrait à moi en cette période bénie et inespérée. Un soir, je rencontrai deux femmes par hasard au bar des Insomniaques. Elles étaient accoudées au comptoir, comme moi, et elles me regardaient d'un air un peu vicelard. Un jeune homme leur parlait, mais elles ne semblaient pas trop intéressées par ce Gugus. Il finit par partir, sans doute dégoûté par le peu d'écoute qu'elle lui portait. Entre-temps, je m'étais rapproché d'elle. Je payais 2 ou 3 tournées d'une bière d'habit assez quelconque. Elle me disait qu'à l'origine, elles avaient voulu aller au cinéma. Maintenant, l'une d'elles, la blonde pulpeuse, nous proposait de prendre un verre chez elle, juste à côté du bar. Elle m'excitait, cette nana, qui paraissait assez dingue pour faire monter chez elle un inconnu rencontré dans un bar 1 heure auparavant. J'étais inconscient, car j'aurais pu aussi tomber moi-même dans un guet-apens, comme il arrivait dans ces faits divers où les filles servaient d'appât. Je faisais confiance à mon intuition plus qu'à ces deux donzelles. L'autre n'était pas un canon, loin de là, mais je n'étais plus vraiment en état de faire des choix, et je finis au lit avec les deux pour une mémorable partie de jambes en l'air. Une de mes connaissances masculines, très classe, aurait pu parler de se vider les couilles ou de remplir des chattes, alors que moi, je les voyais comme des filles qui prenaient du plaisir sans tabou. J'étais passé à l'acte sans rien préméditer. Cette tromperie inaugurait une longue série de forfaits sexuels avec des femmes du hasard et en toute inconscience. Ma libido en libre accès s'ouvrait à toutes les opportunités qui se présentaient. Je ne choisissais que rarement comme font les prédateurs avec leur proie. La plupart du temps, ces femmes venaient à moi et je n'avais plus qu'à les ramasser comme un chasseur-cueilleur. Je ne me sentais pas très à l'aise avec mon costume de tombeur, que je pensais avoir accroché au vestiaire depuis ma relation avec Ariane. Voilà que le fêtard et le queutard revenaient du diable Vauvert. Si j'avais eu le temps de m'analyser, j'en aurais peut-être conclu que je faisais subir à d'autres femmes ce que Nathalie m'infligeait. En effet, une majorité de mes conquêtes durant cette période souffraient de mon détachement. J'avais beau leur expliquer que je ne pouvais plus m'attacher à aucune femme, la pilule passait mal. À jouer à ce petit jeu, je m'exposais à des histoires pathétiques. Une nommée Sandrine s'accrocha à moi. Elle m'aimait vraiment, la pauvre. Je l'évitais soigneusement, mais je fréquentais certains établissements plutôt que d'autres, car on a tous des endroits qui nous correspondent sans savoir vraiment pourquoi. C'était au Blue Lagoon, un bar-boîte tenu par des lesbiennes avec qui j'avais sympathisé et où je débarquais vers 22 heures, pas mal éméché. Je tombais d'entrée de jeu par hasard sur Sandrine, qui elle m'attendait, assise sur un tabouret haut du comptoir, visiblement dans un état proche du mien. Elle se jeta sur moi et m'agrippa par le col. Je dus même reculer pour ne pas tomber. Elle partit en vrille en me lançant insultes et invectives. Elle hurlait que j'étais un salaud, une ordure, un lâche, etc. J'avais couché avec elle 2 fois seulement, dans un hôtel glauque dont j'avais oublié le nom. Tout le monde se marrait autour de nous. Les fêtards s'étaient arrêtés de danser. Seule la musique couvrait quelque peu sa voix. J'étais extrêmement gêné, et je m'excusais auprès des spectateurs de notre pitoyable échange par des mimiques et une gestuelle empreinte d'incompréhension. J'essayai de la calmer, en vain. Subitement, et sans que je puisse agir pour l'en empêcher, elle ôta son chemisier et sortit ses seins hors de ses bonnets de soutien-gorge en me proposant de les toucher encore. Elle hurla que ça lui manquait. Tout le monde se rinçait l'œil. Elle cria que je ne savais pas ce que je perdais. Les videurs rappliquèrent enfin. J'avais peur que cette dingue ne poussât plus loin le délire. 2 videurs sortirent Sandrine, qui s'était rhabillée vite fait. Je dus les convaincre que je n'avais rien fait de mal. Le témoignage de Lily, la patronne, me disculpa, et je pus rester à l'intérieur, sinon je n'aurais pas pu me débarrasser de cette folle en chaleur. Bernard eut vent, je n'ai jamais su comment, de mes frasques avec les femmes. Il m'en toucha 2 mots lors d'un déjeuner en tête-à-tête. Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je parlais d'un moment de faiblesse passagère, et lui dis qu'Ariane n'était pas au courant. Bernard, en ami, me dit qu'elle s'en doutait. Elle s'en était ouverte à Véronique. J'eus l'air très gêné. Il me conseilla d'arrêter de boire un moment, le temps de reprendre le contrôle de moi-même. Il ajouta que je perdais en efficacité et en lucidité pour gérer nos affaires. Ce dernier point me contraria vraiment. J'aimais et j'admirais beaucoup de Bernard. Je lui promis de reprendre la main rapidement. J'avais un problème avec l'alcool. Pour le moment, j'avais toujours refusé les lignes de coke
pesait à mes narines en permanence dans les soirées de notre milieu. Une drogue dure suffisait largement à mon naufrage. Trop d'années s'étaient écoulées dans la boisson sans que j'en eus pris conscience. La lucidité sur moi-même était pour moi un élément majeur dans le combat contre cette saloperie.